risquer de perdre les orteils ou le pied carrément en tant que diabétique. Le Ndoxum Siti, qui touche parfois le pied des gens. Est-ce que c'est... Tendance à avoir l'ostéoporose les ongles. J'ai beaucoup de complications de champignons. J'ai beaucoup une maladie spéciale qui s'appelle plaie de fasciole. Aujourd'hui, je reçois une dame inspirante, polyvalente, tout simplement exceptionnelle. Dr Lise, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une docteure en médecine spécialisée en pédiatrie. Elle est aussi chirurgienne et professeure d'université, une maman aimante et une passionnée de Zumba. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a ses propres marques qu'elle a créées. C'est une entrepreneuse. Avec Tagaloo et Tiché, elle a su transformer chaque facette de sa vie en un outil d'impact pour le bien-être. Si vous êtes une femme en quête d'inspiration, de réinvention, de vitalité, cette interview est pour vous. Donc préparez-vous à être inspiré. Bonjour Dr Lise. Bonjour. Comment vous allez? Enchantée. D'abord, merci de nous recevoir. Bien sûr, c'est un plaisir. Vous êtes originairement du Sénégal. Oui, c'est Dakar même. Comment vous vous êtes retrouvée ici à Miami? Ok, à Miami, c'est un peu long quand même comme parcours. Mais bon, ça a commencé d'abord avec mes parents qui m'ont amené dans l'Ohio, à Columbus, pour faire mes études. C'était à un très jeune âge. Donc, j'ai fait le lycée là-bas, à Columbus, dans l'Ohio. Une fois fini le lycée, j'ai fait mes 4 premières années de l'université aussi à Ohio. Mais comme il faisait très froid et je ne supportais pas trop l'hiver, alors j'ai décidé de bouger. Et c'est là que je suis venue à Miami pour finir mes études ici. Donc vous avez fait vos études primaires à Ohio et vous avez fini vos études ici. Médecine ici. Ouais. Et vous vous êtes retrouvée pédiatre. Pourquoi pédiatre? Donc d'abord, pourquoi médecine? Donc la médecine, c'était un peu, je dirais, inné. Mon papa était médecin, donc c'était une transition assez facile pour moi quand même. Je suis la dernière fille de 3, mais nous sommes 4 en total, et fille à papa. Donc je le suivais un peu partout. C'est moi qui nettoyais sa clinique qui était dans la maison les mercredis après-midi. Et j'avais déjà commencé tout mon truc d'entrepreneur à cet âge. Et ben voilà, c'était quelque chose de, je disais, une transition assez facile pour moi. Donc très tôt, vous saviez que vous voulez être docteur? Ouais, je dis à un tendre âge de 7 ans déjà, je savais. Je l'avais déjà dit à mon père que j'allais être médecin comme lui. Et pour vous dire quelque chose de... Comme la vie est fanée, comme la vie est... nous surprend, son père qui était pédiatre était actuellement le pédiatre que ma mère avait choisi pour nous. Donc son père nous suivait que depuis qu'on est bébé. Et tu vois là maintenant je suis assise avec toi. Exact. C'est super. Coïncidence. Et c'était l'un des meilleurs, sinon le meilleur pédiatre de Dakar. Oui, la médecine, comme je dis, c'était partout dans la maison. Donc c'était un peu facile pour moi quoi, de faire cette transition dans la médecine. Et quand vous... on sait que la médecine est assez vaste. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous retrouver en pédiatrie? Donc ça, c'est... Expliquez aux gens que ça n'est pas pédiatrie. Ok, d'accord. Comme je dis, je savais déjà que j'allais être médecin. Ça, c'était la partie la plus facile. Comment me spécialiser ou où me spécialiser était un peu plus difficile. Donc, du coup, au départ, j'avais pas vraiment de choix. J'avais pas vraiment choisi. J'avais fait la médecine les 4 premières années. Je suis venue en Floride, comme je dis. Mais là, puisque c'était déjà passé quelques années, je me suis mariée après les 4 premières années de la fac. Et j'ai eu ma fille aînée. Donc, du coup, je suis restée quelque chose comme 2 ans et quelques, sans faire aucune étude. Et je voulais... me souvenir un peu de quelque chose. Alors, j'ai décidé de faire un master's. Et quand je faisais le master's, c'était un master's in biomedical sciences. Je prenais quelques cours avec des élèves et du coup, j'ai demandé, mais c'est quoi votre spécialité? Ils m'ont dit pédiatrie. J'ai dit, mais c'est quoi cette... Je n'avais jamais entendu de cette spécialité. Alors, du coup, j'ai commencé à faire quelques recherches sur cette spécialité. Et voilà, j'ai fini par adorer.
Donc, pour savoir, pour préciser un peu, c'est une spécialité qui va du bas du genou, tibial tuberosity comme on dit, aux orteils. Aux orteils. Donc, c'est tout ce qui est chirurgie à des enfants qui naissent avec des pieds déformés, ou disons les diabétiques avec les plaies, ou même la chirurgie où il faut couper par exemple les orteils, le pied, la jambe, tant que c'est au bas du genou, tout ce qui est os, et tout ce qui est chair, veine, jusqu'à la hanche. Ok. Donc c'est ça ma spécialité. D'accord. Donc c'est un peu différent de l'orthopédie. Exact, parce que ortho c'est tout le corps. Ah, ok. Bien que même dans l'ortho, il y a ceux qui se spécialisent sur juste les genoux ou la hanche. Oui, c'est comparable. C'est seulement vraiment l'accent est mis sur les pieds. Exact. Et tu as dit que tu étais mariée après tes 4 premières années de médecine, ouais. Voilà. Comment ça s'est passé avec le fait d'avoir sa fille, parce que tu as dit que tu as eu ton bébé, et puis être mariée et avoir à retourner à l'école C'était pas facile quand même. Elle n'avait qu'1 an quand je suis revenue pour la médecine. Donc j'ai fait mon master's et je suis revenue pour la médecine. Elle avait 1 an. Je l'amenais avec moi à la fac, parce que j'allaitais toujours. Son papa, heureusement, était aussi à la fac. Donc, quand j'étais fatiguée ou elle fatiguée d'être assise, je la laissais partir un peu quelques heures avec papa, se distraire et revenir. Mais bref, avec la discipline que j'ai eue en grandissant à Dakar, avec un père qui était pédiatre, et puis le sport que je faisais et tout, j'ai trouvé que m'organiser et de garder cette discipline m'a beaucoup aidé pour pouvoir finir la médecine avec une fille aussi jeune. Ah, j'imagine, j'imagine. Et vous avez dit, comment ça s'est fait quand vous êtes venue au Sénégal? Vous êtes venue toute seule? Je suis venue toute seule. Comment s'est passée cette transition? Donc, mes parents avaient déjà choisi une famille. Une famille sénégalaise? Américaine. Et j'avais déjà rencontré la dame au Sénégal. Elle venait assez souvent au Sénégal chez nous. Donc on l'a connue, mais il faut aussi savoir que mes 2 sœurs aînées étaient déjà là. Elles ont vécu avec cette même famille, mais le temps que j'arrive, elles avaient déjà quitté pour le collège. Donc j'étais seule avec la famille, mais bon, ma famille les connaissait assez bien. Comment c'était l'expérience? Vous les connaissez, mais bon... Il y a connaître quelqu'un et vivre avec quelqu'un, c'est différent. Il y a aussi parler anglais à Dakar, parce que tu as pris des cours au centre culturel américain, et il y a aussi vivre dans un monde anglais ou américain qui est très différent. Donc, bien sûr, il y avait beaucoup de cultural shock, language shock, la bouffe, bien sûr, le climat, comme je dis. Mais je pense que c'était la bonne époque pour le faire, parce que j'étais assez jeune pour m'adapter aussi rapidement. So, you know, kids, les enfants s'adaptent. Et à part la médecine, est-ce que vous avez fait de petits boulots? Aussitôt arrivé, j'ai commencé à bosser, et c'était avec un monsieur qui avait un business avec la Côte d'Ivoire. Donc il avait souvent besoin de traduction en français, de l'anglais au français. Donc c'était très facile. Donc j'ai fait ça, et quand j'ai commencé avec le basketball au lycée, une dame m'a vue une fois et m'a offert un boulot de mode. Alors du coup, du lycée et même quand j'étais au collège, c'est ce que j'ai fait pour extra cash. Bien sûr, le babysitting que tout le monde fait. Quand j'ai fini aussi les 4 premières années, puisque je voulais savoir un peu plus de la médecine, pour avoir un peu plus d'expérience, j'ai fait un temporary staffing agency. Donc c'était une agence qui m'envoyait tous les mois dans un bureau d'un médecin. Et je choisissais toujours une spécialité différente. De psychologie, j'ai fait physical medicine, ortho, plastic surgery, donc juste pour avoir l'expérience, pour voir un peu. J'ai fait ça, j'ai été maîtresse dans un lycée privé catholique ici, et je suis professeure aussi. Comment vous êtes devenu professeur et où est-ce que vous enseignez? Donc je suis ici à la fac où j'ai fait la médecine. C'est quoi le nom de la faculté? Berry University. Again, une transition que j'ai vraiment pas cherché à faire.
Mais une fois arrivés, les autres élèves qui avaient des difficultés en classe, par exemple, on me demandait de les aider. Et j'aidais après les cours ou les week-ends ou whatever. Et de là-bas, où je les aidais simplement, la fac a décidé de m'embaucher carrément et de me donner un salaire. Et j'aidais. Mais après avoir fini la médecine, bien sûr, j'ai pris un titre officiel de professeur avec la même fac. Donc vous êtes médecin, professeur, et je sais que vous êtes aussi une passionnée de Zumba, Ouais. de fitness en général. Fitness en Et général. vous avez dit que depuis le Sénégal, vous pratiquiez Ouais. le sport. Quel sport vous avez pratiqué J'ai joué au basket au Sénégal. au Sénégal? Et, Professionnel dans les clubs ou bien juste à l'école? Almost. J'y étais presque. Alors j'ai fait la Duc. À l'université parce qu'on habitait au point E. C'était une manière de me garder active parce que je suis asthmatique. Alors papa du coup voulait toujours que je fasse du sport. Si c'était pas la natation, c'était autre chose. Et j'ai pris au basket. J'ai adoré le basket. Et j'ai joué presque professionnel. Mais j'ai quitté. Cette année où ils étaient intéressés à me prendre pour l'équipe nationale, j'ai quitté pour les États-Unis. Mais j'ai joué plusieurs années au Duc. Et j'ai joué pour mon école, bien sûr. Et c'est bizarre parce que ma soeur, elle a l'asthme. Mais elle, par contre, elle est exempte. C'est toujours comme ça. Tous les médecins m'écrivaient une carte parce qu'ils venaient à l'école même pour faire éducation physique, je ne sais plus comment ils l'appelaient. Et ils m'envoyaient toujours à la maison pour avec une lettre qui disait que je ne pouvais pas faire du sport. Et c'est là que papa a été obligé, lui, d'envoyer une autre lettre à l'école pour dire non, c'est ma fille, je suis médecin, c'est ok, laissez-la faire du sport. Alors il a toujours insisté à ce que je fasse du sport. Et ça t'a fait du bien. C'est quoi cette transition du basket au Zumba? Le Zumba, c'est... Ok, du basket, disons, à Dakar, j'ai joué. Une fois arrivé aussi, j'ai joué ici au basket, au lycée. Et j'ai pu payer mes 4 premières années de la fac. Avec un scholarship de basketball. Ça, c'était super. Mais la transition s'est passée parce que, ok, du coup, tu te dis, ok, tu vas suivre le trajet du sport ou la médecine. Bien sûr, j'ai choisi la médecine. Donc, il fallait maintenant continuer à faire du sport. Mais quoi choisir? Alors, j'ai essayé pendant que j'étais dans l'école de médecine. J'ai créé un petit ligue là où on jouait entre nous. Entre les facs de médecine. Ça va, je l'ai fait les 4 années et le parcours continue. Il y a residency où tu n'es pas aussi libre, par exemple, de voyager pour jouer et tout. Et j'avais eu là, en 2e année de chirurgie, j'ai eu ma 2e fille, Cécilia. Et je me suis retrouvée avec plein de poids, j'avais grossi et je cherchais à perdre du poids. Je suis allée à la salle de gym, en YMCA, je ne sais même plus lequel, et une dame qui était instructrice de Zumba m'a vue et m'a dit « Tu veux venir à ma classe ?» J'ai dit « Je ne suis pas trop sûre. J'aime bien la danse, mais là, j'ai pris beaucoup trop de kilos et tout, il faudra maigrir d'abord et tout. » Elle m'a dit « Non, tu viens un vendredi. » Et puis ça. Et voilà, je suis partie un vendredi et elle m'a vue danser. Après, elle m'a offert de faire le training. Et j'ai fait le training. Et tu crois que ton amour de danse vient du fait que tu es Douta Seck? Parce que, bon, on sait que tout ce qui vient du Sénégal et même de l'Afrique, c'est que Douta Seck est une figure emblématique de l'art au Sénégal. Donc, c'était un peu dans ton sang. Je pense qu'il y a ça. Certainement, il y a des gènes que je n'arrive pas vraiment à m'en débarrasser. So that's for sure. Ça vient assez facile quand même. Oui, donc tu as raison, le nom Douta Seck vraiment me poursuit. C'est quoi ta relation avec l'icône Douta Seck? C'est mon grand-père paternel. Ah, d'accord. D'accord. Donc vous êtes royauté du Sénégal. Now you're going to make me blush. Il y a ça, mais je cache souvent le nom, bien sûr. Ça, c'est du côté paternel. Du côté de ma mère, elle est Alsane Ndiaye Alou. Alors, qui est aussi fameux à Dakar, parce que c'était un des premiers reporters du Sénégal. Et lui aussi a une école nommée après lui. Mais comme tu dis, tu viens aux États-Unis, on devient n'importe qui. C'est vrai, c'est ça, parce qu'on voyage. Comment tu jongles ça de professeur à docteur
et ton amour pour le Zumba, et tu as aussi ta marque, Right. ton business Tagalo. Comment es-tu une maman? Right. So, tu me diras que c'est une habitude que j'ai développée depuis le très jeune âge. Mon papa était assez génie, je pense, d'introduire ce style de vie où dès le jeune âge, j'étais obligée de faire plusieurs choses à la fois. C'est devenu quelque chose que j'avais déjà l'habitude de faire depuis le jeune âge. C'est vrai que c'est plus compliqué de faire la médecine, de faire du sport, d'avoir ma marque, d'être maman. Comment je fais? Ok. On a juste 24 heures, hein? On a juste 24 heures. Donc, ok. Une chose qui doit être claire, c'est que j'ai toujours eu, ou je suis cette personne qui continue à insister to grow, à grandir. In whatever I do, quoi que ce soit la médecine ou le sport, le challenge is like big on me. So, ce que je fais, je me réveille tous les matins et je prie. That's the first thing. It's like I pray. So, je pense que cette discipline de prier, ma prière de Fajr, c'est ça qui m'ouvre une journée aussi longue. Aussi longue. Tu te réveilles à quelle heure? 4h30 du matin. Donc, il y a cette discipline de dormir ou au moins d'être au lit à 9h, 21h. Il y a des journées où ici, je reste à l'hôpital jusqu'à tard. Donc, ce sont des exceptions. Mais la plupart du temps, entre 21h, 21h30 ou plus tard, 22h, je suis au lit pour pouvoir me réveiller à 4h30 du matin. Donc, c'est me laver, faire mes prières et aller à la salle de gym. Et de là, je reviens, je peux faire le petit déjeuner rapidement pour les filles et c'est moi qui amène Cécilia à l'école tous les matins, presque tous les matins. Et après ça, c'est le boulot. La plupart du temps, quand je finis tôt avec le boulot, je vais directement aussi à la Zumba. Donc, j'ai fait du sport le matin. Le sport que je fais le matin, c'est avec un coach. C'est très différent de la Zumba. Là, j'en suis où la Zumba, ce n'est que le week-end que je le fais. C'est plus évident le samedi matin. Je bosse plus les week-ends, thank God. Au début, je bossais les week-ends, on call même la soirée, like on pouvait t'appeler à n'importe quelle heure. Mais là, depuis que je suis dans la clinique, et presque je fais plus autant de chirurgie et tout, mes heures sont plus calmes, où je bosse du lundi au vendredi, pretty much de 8h, 8h30 à 18h, 18h30. Donc, c'est un peu plus rangé, quoi, mon emploi du temps. Et ça me permet de faire un peu plus le week-end comme Tagalo, ou la soirée quand je suis à la maison, tout le monde a mangé, j'ai 1h ou 1h30 pour faire de petites choses. Et c'est comme ça que je le fais. Mais c'est des choses que je fais sans y penser. Par exemple, je trouve que si je commence à planifier plein de choses, je finis par ne pas le faire. Mais j'ai toujours, par exemple, un sac dans mon coffre avec ma tenue de gym. Et si je finis le boulot à 17h, ben voilà, je vais à la salle de gym et je fais la Zumba. Quelle est l'importance du sport pour les femmes, surtout quand on dépasse la cap des 35 ans? Quelle est l'importance de bouger son corps, de faire du sport pour les ménopause ou pré-ménopause women? Ok, donc ça devient mon département, la médecine carrément. Il y a beaucoup de choses qu'on néglige dans les femmes et le sport. Par exemple, tout ce qui s'agit de ostéoporose. Des femmes comme toi et moi, certainement, on n'a pas ce problème, mais les femmes les plus petites, elles ont tendance plus tard, surtout après la ménopause, d'avoir ostéoporose. Quand tu dis plus petite, de taille? Petite de taille. Okay. What's the... Short? Petite. Yeah, petite. Petite. Just the description of petite, which has a height and a weight. So, petites women, en général, ont tendance à avoir l'ostéoporose. So, le sport, surtout quand on fait du poids, et maintenant, c'est ça que je fais, plus que la Zumba, je fais carrément du bodybuilding. Parce que j'ai appris que ça change beaucoup de choses. Alors, inclut les os, pour ne pas avoir des problèmes avec ça.
Mais en général, le sport, avec les femmes, quand on prend plus d'âge, il y a bien sûr pour le poids, pour ne pas trop grossir. Il y a aussi ce stress, le stress relief qu'il y a. Pour moi, la danse, la zumba, la musique, et puis les amis qu'on se fait, ça m'aide beaucoup avec ce niveau de vie que j'ai en tant que médecin avec beaucoup de stress. Ça, c'est 1 heure où je suis dans une salle, la majorité sont des femmes comme moi, donc je ne suis pas tellement concernée avec mon corps ou ce que j'ai. C'est plutôt juste moi, la musique et la danse, kind of like a nightclub at the gym. Et ça te fait des hormones assez uniques quand même, happy hormones, et puis tu te débarrasses aussi des toxines et plein de choses. Donc c'est vraiment, il y a plusieurs bénéfices du sport après, avant 35 ans ou après 35 ans ou n'importe quel âge vraiment. Parce que le fait de bouger, ça crée quand même des hormones. Endorphins released, la sueur, bien sûr, il y a plein de produits chimiques. On peut se débarrasser de produits chimiques en transpirant. So, avec la ménopause, ou perimenopausal, aussi comme je dis, il y a cette increase, how you say increase? Cette Augmentation de risques. Avec le cancer, certains cancers, des problèmes de cœur et autres, et bien sûr le sport peut aider avec tout ça. En tant que pédiatre, qu'est-ce que tu vois la corrélation qu'il y a entre les pieds et le préménopause? Comment ça peut affecter? Est-ce qu'il y a des symptômes qui sont en fait liés? Donc tout le monde en grandissant ou avec l'âge, on perd l'arc du pied. Okay. So, on devient presque tous pieds plats. Alors, il y a cette complication avec ça, et bien sûr, comme je dis, avec le poids, cette prise de poids, ou devenir hypertendu, ou devenir diabétique, ou devenir même, ou avoir d'autres maladies qui finissent par envoyer ou m'amener cette partie de la population comme patient. Et quels sont les problèmes que tu vois le plus pour ce groupe d'âge? Donc, les femmes, j'ai beaucoup de problèmes des ongles aux orteils parce qu'on se met les vernis tout le temps. J'ai fait cette transition cette année pendant le Ramadan de ne plus jamais mettre de vernis. C'était ça, my Ramadan resolution this year. That's good. So that's what I did this year. Mais c'est ça surtout avec les champignons. Donc, elles viennent souvent avec plein de complications parce que c'est tous les week-ends ou 1 fois par mois chez les Chinois ou Vietnamises pour se faire les ongles. So, j'ai beaucoup de complications de champignons. J'ai beaucoup une maladie spéciale qui s'appelle plantar fasciitis. C'est une douleur au niveau des talons que beaucoup de femmes ont et c'est surtout pour avoir augmenté de poids. Okay. Que je vois ça. Il y a aussi bien sûr le diabète qui est un problème assez avancé quand même, surtout quand je parle du Sénégal, avec tout le diabète qu'on mange. Donc j'ai souvent beaucoup de plaies, beaucoup de pieds athlètes comme résultat avec la diabète. Et ça devient compliqué, les plaies. Donc j'ai beaucoup de plaies. Je dirais que récemment, c'est plutôt ça ma spécialité, les pieds, mais plus précisément comment éviter de perdre les orteils ou le pied carrément en tant que diabétique, des plaies qui se compliquent. Il y a beaucoup de ça. Donc si j'ai bien compris, le fait que l'on aille chaque semaine faire son pédicure, mettre les vernis, ça peut avoir un effet néfaste. Parce que le temps que tu as les vernis aux ongles, tu te nettoies pas vraiment les ongles. L'eau ne touche pas tes ongles, l'air ne touche pas tes ongles. C'est une chose de les avoir juste avec un vernis, mais ici, cette tendance de mettre les faux ongles. Yes. Donc, c'est beaucoup de trauma déjà. Rien que de les mettre, mais le procès est assez difficile quand même pour les ongles, pour les orteils. Donc, après les avoir enlevés, elles se rendent compte que 6 mois plus tard,
il y a des champignons au niveau des ongles. Et c'est une partie du corps qui est très difficile parce que c'est le plus éloigné du cœur et reçoit le moins de sang de n'importe quelle partie du cœur. Donc ça rend tout plus difficile à guérir. Okay. On peut parler spécifiquement du Sénégal. On a ce qu'on appelle le Ndokhum City, right, qui touche parfois le pied des gens. Yep. Est-ce que c'est... J'essaie de comprendre comment est-ce que le Ndokhum City, c'est seulement typiquement sénégalais ou bien ça? C'est une infection qui est assez commune en général partout. On l'appelle Ndokhum City au Sénégal. Je pense qu'au Sénégal, tout est Ndokhum City. Même tu te fais une petite... de petits boutons, on te dit Ndokhum City. Je pense que c'est un terme assez général au Sénégal. Mais c'est l'équivalent de athlete's foot ou trench foot, qui est un peu plus compliqué que athlete's foot. Parce que d'abord, il faut préciser qu'au départ, c'est juste des champignons, right? Like a athlete's foot that takes over. Mais après, il y a des bactéries qui arrivent parce que c'est partout. Donc, tu as une polyinfection où c'est des bactéries en plusieurs, en nombreux, et avec des champignons. Ça devient un peu compliqué à traiter. Donc, il faut des antibiotiques, bien sûr, et aussi quelque chose pour les champignons. Mais franchement, une suivi assez régulière qu'il faut, parce que, disons, la majorité sont diabétiques. Et comme je dis, les pieds, c'est assez douloureux à guérir à cause de la distance du cœur. La majorité sont des hommes, il y a des femmes aussi, mais par exemple, ils sont toujours avec des chaussettes, des chaussures fermées, et ben, les bactéries et même les champignons adorent la chaleur, cette obscurité et l'humidité. Donc ça devient cette combination perfect pour que une infection pareille. Donc des fois, il faut carrément les amener à l'hôpital et faire un traitement assez agressif depuis le départ, où c'est des antibiotiques et des anti-champignons, mais par la veine. D'habitude, c'est ce que je fais pour quelques jours et après, je les suis à la clinique. Mais c'est par exemple une suivi assez proche quand même. Il faut éduquer, je pense, le public à se regarder les pieds. Il y a des gens qui passent des mois sans jamais regarder leurs pieds, les nettoyer comme il faut ou faire ou les donner l'attention qu'il faut. Et c'est surtout ça le problème. L'éducation est exactement ça. Je compte à ce que quiconque qui est diabétique se regarde les pieds au moins une seule fois par semaine. Et si ce n'est pas toi, quelqu'un qui est dans ta maison. Parce que c'est ça le problème, c'est avoir une plaie ou une infection et ne pas le savoir, parce que c'est exactement ça qui se passe. Ils perdent leur sensation au niveau des pieds à cause du taux de sucre élevé. Et après quelques mois, ils se rendent compte qu'ils ont eu cette infection ou ont cette plaie depuis des mois maintenant. Et by the time I found out, il y a déjà les os qui sont exposés et je peux vraiment plus reculer le temps, quoi. Donc, tu prêtes attention à ses pieds. Si possible, tous les jours. Je dis même acheter un petit miroir, le mettre par terre et puis même mettre les pieds comme ça et pour pouvoir les voir. Parce que je comprends que des fois, c'est difficile de pouvoir voir ses pieds. Mais bref, même s'il n'y a pas quelqu'un à la maison, regarder au miroir. Au miroir. Et quel est, tu crois, l'impact des hauts talons? Parce que nous, les femmes, en général, grandissant, on aime bien porter les hauts talons. Et maintenant, les talons sont vraiment hauts. Et quel est l'impact de ces chaussures? Il y a beaucoup de complications moins sérieuses, tu me diras. Et là, ça va être difficile quand même de les dire en français. Le fait que les pieds soient dans cette position, ça prédispose à ce qu'on appelle bunions and hammertoes. Je ne sais vraiment pas comment dire. Je ne sais pas vraiment comment dire ça en français. But anyways, il y a ça, mais aussi il y a une douleur que la majorité des femmes qui sont toujours en haut talon ont. C'est une douleur au niveau des metatarsal head. We call that metatarsalgia. Ça, c'est certainement une des plaintes que j'ai le plus. Et aussi Achilles tendonitis. C'est autre chose. Ou les entorses. À cause du talon, on marchait, on se vire le pied et il y a des entorses. Je pense que ce sont ça les plus communs. Les plus communs. Donc, quel genre de chaussures ou quelle longueur de talon si tu devais donner des... Okay, these are excellent questions. Il n'y a pas vraiment une seule chaussure pour tout le monde.
parce qu'on n'a pas tous les mêmes pieds. Il y a certaines personnes qui ont un pied parfait, disons côte et côte, et ils peuvent se permettre de marcher pieds nus partout et n'auront jamais de problème. Il y en a d'autres par contre qui ont le pied plat, et c'est là qu'il faut vraiment faire attention surtout à remplacer cet arc du pied pour que le pied ne soit pas aussi plat. Donc je dirais, si une personne doit être, disons au boulot, quelques heures et de pied, certainement la meilleure chaussure serait des chaussures de sport avec some inserts, some orthotics inside. Yeah, that's what I would say. Si ce sont les femmes, par exemple, pour sortir, bien sûr, pourquoi pas mettre des talons quelques heures et revenir à la maison, ça c'est pas méchant. Mais je pense que c'est quand on parle de plusieurs heures, celles qui bossent et qui doivent être au talon, parce que disons que le boulot le demande, c'est là que ça devient compliqué. Est-ce que parfois il y a une corrélation entre les pieds et le reste du corps? Les douleurs du pied, est-ce que ça peut affecter le reste du corps? Est-ce que ça peut affecter le reste du corps? Ou... Oui, ou vice versa, ou vice versa. Par exemple, si je vois certaines choses sur les radios au niveau du pied, je peux savoir par exemple que cette patiente n'a pas déjà eu une infarct au niveau du cœur, ben, il faut l'envoyer voir un spécialiste. So, par exemple, quand je regarde les radios, je devrais normalement voir seulement les os et peut-être quelques ombres des muscles, des tendons, mais je ne devrais pas voir normalement les artères. Si j'arrive à voir les artères, c'est parce qu'elles sont calcifiées. Et de là, je sais que cette personne a soit la tension élevée, des cholestérol, parce que ce sont des plaques carrément qui font ça. Et that's what I do. I send them to a cardiologist or vascular doctor for evaluation. So for sure, there's that. Et bien sûr, quand tu as le pied mal ou quand tu as mal au pied, tu marches d'une autre manière et du coup, ça peut te compliquer autre chose. Ça peut te causer des problèmes au niveau du genou, de la hanche, de l'épaule. Je le vois souvent où on vient me dire, par exemple, c'est souvent les cas de pédiatriques qui ont des scolioses au niveau du dos et je suis obligée de les faire des chaussures spéciales à mettre. So of course, you know, c'est une transition de poids assez parallèle de la tête à, tu me diras, aux shoulders, hips, knees and feet. So, yeah. Maintenant, si on devait te dire de choisir entre Zumba, enseigner ou être docteur et que tu dois faire un seul de ces choses, lequel? Be mom. C'est mon boulot préféré, c'est d'être maman. D'être maman. Alors, j'ai mis pause à plusieurs aspects de ma vie pendant des années pour être maman. Et je n'ai pas hésité à le faire. Après la naissance de ma fille, la première, Abby, je suis restée presque 1 an avec elle à la maison. Je n'ai pas bossé, j'ai rien fait, j'étais à la maison parce que j'ai insisté à allaiter. Et je l'ai refait avec la deuxième. Donc quand j'ai fini les 3 premières années à l'hôpital de chirurgie, de spécialité, Cécile avait à peine 1 an et j'ai pris une pause carrément. J'ai choisi de ne pas bosser et de juste rester à la maison. C'était une expérience assez unique. Et je le dis toujours, le diplôme que je préfère, c'est ce diplôme de maman. Le titre que je préfère, c'est le titre de maman. So it's the only thing that, like, no hesitation. Let me see. I would do it again. Je voulais 5. Je n'ai eu que 2 parce que j'ai des grossesses assez difficiles quand même. Et puis après, il faut la césarienne et tout. Donc, je n'ai fini qu'en avoir 2. Mais j'adore être maman. Et 5 avec l'école de la médecine et tout ça, c'est quand même beaucoup. But I mean, si je n'avais pas de grossesse aussi difficile, ce ne serait pas un problème. Ce serait pas un problème. Non, c'était plutôt les grossesses qui m'ont découragée. Et elles ont quel âge maintenant, tes filles? So, Abby a 24 ans et Cécilia a 17 ans. Wow. Yeah.
On dirait tes sœurs quand vous sortez alors. Right. Maintenant là, c'est surtout ça. Elles reviennent et on demande, mais elle est passée où ton amie? Elle dit, non, 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 c'est pas mon amie, c'est ma maman. Et elles veulent suivre ton... Je pense que oui, un peu comme moi, dans la médecine, mais pas exactement ce que je fais, mais certainement dans la médecine. Je sais que tu travaillais avec l'hôpital principal de Dakar, dans des actions de charité. Je sais que l'hôpital est fermé maintenant, mais parle-nous un peu de tes Alors, c'était quelque chose de très naturel. Mon papa allait à Dantec. Alors, j'ai toujours cherché à faire quelque chose au Sénégal. Je cherche toujours à faire quelque chose au Sénégal. Mais c'est un peu compliqué parce qu'une fois arrivé, on ne connaît pas tellement le milieu. Donc, ça peut être compliqué. Anyways, alors, j'étais dans un groupe de femmes et j'ai fait l'avance. Et une dame m'a écrit et m'a dit qu'elle partait souvent à Dantec et faire un petit déjeuner avec les enfants. Ça, c'est au niveau de oncologie pédiatrie de Dantec. Alors j'ai suivi ce message avec elle. On a coordonné une fois à Dakar. Ma première visite, je n'ai fait qu'amener des jouets de Noël. Et je suis venue une ou deux fois le matin où on a fait le petit déjeuner et on a partagé les jouets de Noël. Et de là-bas, c'est devenu un peu plus sérieux parce que j'ai pu rencontrer le staff, le médecin principal et tout. Et ils ont commencé, j'ai commencé avant mes voyages de contacter le staff et de savoir par exemple ils ont besoin de quoi. Et ils me fournissaient une liste carrément des choses qui manquaient pour l'hôpital, inclus des produits pour les chimios pour les enfants. Parce que le médecin m'a expliqué qu'il y a des familles qui ont du coup ces enfants qui sont malades, ils les ramènent à la maison parce qu'ils n'ont pas d'argent. So, on est allé d'amener des produits à carrément juste prendre du cash. Et avec ce cash, le médecin m'écrivait les prescriptions, les recettes. Et j'allais, l'ordonnance, ça se dit, et j'allais à la pharmacie. Bien sûr que j'ai préféré ça. Il y a quelques années, on a fermé l'hôpital. So, je cherche toujours à revenir au Sénégal et pouvoir faire beaucoup plus que ça. Certainement, comme tu le sais, je voyage un peu partout, Bahamas, Jamaica, all these places où j'arrive à aider. Et j'aimerais bien pouvoir avoir cette opportunité de le faire au Sénégal. Et aussi, vous êtes une entrepreneuse, vous avez votre propre marque Tagaloo. Donc, parlez-nous un peu de Tagaloo pour ceux qui ne comprennent pas. Voilà, c'est quoi Tagaloo? Ok, Tagaloo, c'est... Alors, moi, j'ai appris une autre définition de Tagaloo, mais je commence par la définition la plus connue, qui est juste un foulard. Right? Donc, c'est un fancy headscarf. Alors, en parlant avec un oncle, il m'a expliqué que ça peut avoir d'autres sens. Ou si tu es bien habillé avec un bon foulard, Tagalonga, like en général, like you know, you're well dressed. So j'ai aimé ce mot et je l'ai utilisé parce que j'ai trouvé que ça allait bien avec ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était mettre en valeur tout ce qui est du Sénégal en général. Je pense qu'avoir quitté tôt le Sénégal m'a laissé très nostalgique de beaucoup de choses, inclus la culture, les couleurs des foulards des dames, leurs habillements, le folklore, que ce soit la danse, les sabars. Alors je suis un peu passionnée de ça et je voulais trouver une manière de mettre ça de faire partie, de l'incorporer d'une manière dans ma vie. Et c'est venu un de mes voyages à Dakar. Une de mes amies m'a fait un foulard spécial. J'ai trouvé que c'était assez spécial parce que ça te facilitait un peu comment le faire. Donc c'était un foulard qui venait déjà avec un élastique.
Et c'était tellement facile. En une minute, j'ai pu me faire le foulard. Oui, pour des gens comme moi qui ne savent pas comment faire le tagalou, c'est assez intéressant. C'est intéressant, mais en grandissant, je regardais ma grand-mère faire le tagalou all the time. Donc, c'est pas difficile pour moi. J'arrivais à le faire. C'était pas ça. Mais par exemple, je voulais que ce soit beaucoup plus facile, que ce soit quelque chose pour tout le monde. Quelqu'un qui veut juste se mettre un jean, un t-shirt et puis un foulard rapidement, en une minute, tu l'as. Alors, j'ai trouvé que c'était excellent comme idée. Donc, l'origine, c'était ça, c'était le foulard. Et du foulard, après avoir fait une vidéo, c'est parti de tout ce que j'avais sur moi. Tout le monde me demande, et le temps, et le pantalon, et le ceci, et le bijou. Alors, je suis partie de là à faire plus que le foulard. Plus que le foulard. À la fin, c'était devenu aussi, et tes cheveux, et ta peau, et ceci. Et c'est là que ma marque de karité aussi est sortie. Bien sûr, beurre de karité au Sénégal, tout le monde l'utilise et je l'ai toujours utilisé. Mais ce que j'ai fait, puisque c'était un peu difficile à utiliser, parce que c'est assez dur quand même, j'ai commencé à mélanger certaines choses. Et ben voilà, maintenant j'ai ma pommade de Tagalou. Ça s'appelle Tiché by Tagalou. C'est écrit Tiché, mais ça veut dire toucher. 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 C'était ça le jeu de mots avec. Donc voilà, c'est une marque qui me permet de m'exprimer, de faire tout ce qui est culturel du Sénégal que j'adore. Et je voulais aussi cet aspect. Tu as connu ma mère Amindjouk, elle était venue à Dakar. Ben voilà, c'est elle qui m'aide avec tout ce qui est tagalou basé à Dakar. Et c'était aussi une manière de l'aider, qu'on puisse collaborer. Pas elle seulement, mais j'aimerais bien par exemple que toute femme sénégalaise, malienne, whatever, West African, qui a un talent assez spécial, par exemple, qu'on puisse faire quelque chose ensemble dans Tagalou. Donc ça donne du travail à certaines personnes. Et tu les vends plus ici, aux États-Unis? Je ne les vends qu'aux États-Unis, parce que le marché au Sénégal, c'est assez difficile. J'ai même arrêté de faire le Tagalou original parce que tout le monde l'a copié. Tu fais une vidéo, c'est ça, tout le monde copie. Tout le monde te copie. Tu fais un style de boubou, le lendemain, everybody has it. So c'est un peu difficile de faire fashion, à mon avis, au Sénégal. Bien que tout le monde me dit non, c'est un compliment si on te copie. Oui, mais quand même, c'est un business aussi. Il y a ça. Quand je fais par exemple un tagalou, ou quand je fais un collier, ou quand je fais un boubou, c'est quelque chose qui me vient comme ça. Donc c'est toi qui fais le design et puis tu leur envoies ça pour qu'ils le font. Wow. Exact. So, c'est pas quelque chose que j'ai copié de je sais qui, c'est moi-même qui vient avec cette idée. Donc, but it's okay, tu me diras, parce que même Calvin Klein, on le copie. So, you know, it is what it is. It's the world of fashion. So, mais cette originalité, quoi qu'il en soit, ils peuvent copier 100 000 fois, ça ne sera jamais la même. So, I find comfort in that. Parce que l'inspiration vient de toi, ça ne faut pas copier. Et ma maman dit toujours, on peut tout copier sauf ton sourire. Ça c'est bien vrai. I'm like, it's okay, mom. Ça c'est vrai, ton sourire, she's so cute. She's so cute. Tu amènes la mode sénégalaise aux Américains, aux États-Unis. Et je sais qu'avec tout ce que tu fais d'autre, peut-être que le temps ne te permet pas de te investir à 100%, mais ça marche quand même. Ça marche. Tu me diras, comme tu dis, quand je mets le temps de créer quelque chose, d'habitude ça marche. Les premières écharpes que j'ai fait, par exemple, j'ai amené quelque chose comme une trentaine. En l'espace d'1 heure, 2 heures de temps, je les vendais. Parce que si tu te souviens, je faisais une vidéo tous les vendredis pour faire la pub de ce que j'avais comme nouvelle collection. Et ça fonctionnait très bien. Mais depuis là, je n'ai vraiment plus le temps de faire autant de choses. Les petites choses que je fais, ça marche toujours. C'est vraiment génial de partager avec toi. Et tout ça, j'ai 5 questions que je vais te demander. Si tu devais revenir en arrière, si tu devais revenir à tes 20 ans, disons, qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre? Practice sooner. Practice as in la religion. La religion? On a grandi dans une maison assez libérale quand il s'agissait de la religion. Bien sûr, on a pris des cours de Al-Quran tous les mercredis après-midi et tout, mais il n'y avait pas cette pression vraiment de la religion. Et je l'apprécie, parce que je sais que ça peut aussi causer un trauma.
Mais c'est bien après dans ma vie que j'ai appris que cette relation avec Dieu me facilite beaucoup de choses, m'aide avec ma discipline, ma concentration. Ben voilà, c'est ce que j'aurais changé. À 20 ans, je me serais mise beaucoup plus sérieuse à ça. À la vérité, ça serait qui a une crise de la quarantaine, disons, et qui veut se réinventer. Ouf, un conseil, une femme de quarantaine. Find you, se découvrir soi-même. Se découvrir soi-même. Je trouve que notre culture, en un sens, ne donne pas cette importance à cette individualité. Facilement, on te critique d'égoïste si tu penses à toi. Yeah. Mais comme on te dit, si tu n'arrives pas à penser à toi et prendre soin de toi, tu ne peux pas prendre soin d'autres personnes. Yeah. Donc le conseil serait ça. Prendre le temps de t'asseoir seul, plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs mois, plusieurs années, whatever, and find out what makes you, you, and happy and unique. Ton authenticité. Yes, yes. Alors, une fois, like once you know who you are, je pense que c'est beaucoup plus facile même de décider que je vais être médecin ou whatever, parce que tu sais exactement qu'est-ce qui va te rendre heureuse. Right? So, qui veut être autour d'une personne malheureuse? Yeah, ça c'est bien vrai. You know what I'm saying? So, même le plus difficile de mes journées, qui est certainement quelque chose comme 14 heures de boulot en plein dans la médecine, des plaies partout, chirurgie par là, je souris. Parce que j'adore. Des conseils à la personne qui essaie de se réinventer, ce serait quoi? De se découvrir soi-même, cette authenticité de soi-même. What makes you happy? Qu'est-ce qui te rend unique? Comme je dis, moi j'ai découvert à travers une conversation que j'ai eue avec mon papa, très jeune, où il m'a appris que je peux rentrer dans une salle où il y a 100 autres femmes et je serai toujours unique. Et une fois qu'on accepte ce concept, ça devient bien sûr beaucoup plus facile de pouvoir être, par exemple, Lise qui aime le basket, Lise qui aime la médecine, Lise qui est maman, Lise qui est... Tu vois, parce qu'on s'accepte soi-même et voilà. La confiance, Ok, I'm gonna tell you. Donc, pour moi, par exemple, alors je suis noire, très foncée de teint. So, comme tu le sais, grandir au Sénégal, aussi foncé, c'était assez difficile une époque. Et je me souviens d'avoir une conversation avec mon papa où c'était ça vraiment le problème que j'avais. Alors papa qui me dit, écoute, tu as deux grandes sœurs vous êtes sœurs, même papa, même maman, et tu ne ressembles pas à tes sœurs parce que tu es toi, elles sont elles, you know. Et il faut être confortable avec ça dans la vie. Tu ne seras jamais comme une autre personne. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste t'accepter comme tu es. Mais la meilleure manière de le faire, c'est ne jamais prendre quelqu'un d'autre comme une compétition. Tu rentres et tu es toi. That's it, the way you are. Sans jamais te comparer, même à tes sœurs. C'est à cause de ça que je te donne cet exemple de sœur. Donc imagine une autre étrangère de je ne sais où. Tu ne peux même pas te... Comme tu dis, moi, je suis moi. J'ai vécu où je vis ici depuis plus de 30 ans, mais je suis sénégalaise. C'est une fierté. J'ai vécu très peu au Sénégal, on me dira, par rapport à cette vie que j'ai eue en tant qu'adulte ici. Mais je vois par exemple cette tendance de vouloir nier ses origines, cette tendance de vouloir s'assimiler si facilement à tout ce qui est américain. Bien sûr, il y a des avantages en ça, et bien sûr, il y a des désavantages à ne pas être sénégalaise, tu me diras, ou à ne pas emprunter tout de la culture sénégalaise ou de la société sénégalaise, mais je trouve que moi, Lise, ce qui me fait Lise, c'est que c'est exactement ça. Je suis cette Sénégalaise qui est venue jeune aux États-Unis, mais qui est restée sénégalaise et qui a pu embrasser la culture américaine, mais les parties que je voulais. Alors, on me demande toujours dans ma maison, c'est quoi?
C'est le Sénégal, la Colombie ou l'Amérique. Et je peux dire avec fierté que mes filles disent à tout le monde, oh, I'm Senegalese. Right? Elles sont nées ici avec un papa qui n'est pas sénégalais, mais tout de même, elles s'identifient si bien avec cette culture sénégalaise. C'est une fierté en moi. J'adore être sénégalaise. C'est quoi la chose non négociable dans ta routine que tu as à faire, que c'est non négociable? Praying. Yeah, my Fajr prayer. More than anything else, my Fajr prayer. Ça m'ouvre des portes. Je ne peux pas commencer ma journée sans ma prière. L'aube comme ça, très tôt le matin, se calme cette obscurité. Il y a une présence que j'adore. Même quand j'étais à la fac de médecine, c'était l'heure où j'absorbais le plus facilement les informations que j'étudiais. Alors, je préfère dormir tôt, mais me réveiller assez tôt quand même, pour pouvoir avoir cette tranquillité dans l'air, où il n'y a que moi et Dieu. J'adore ça. Avoir ce one-on-one avec Dieu. I don't negotiate that. I do that. Il y a plein de jours où je ne vais pas, bien sûr, à la Zumba ou à la gym ou whatever, où c'est plus difficile d'aller à la clinique. Me lever et prier, ce n'est jamais difficile pour moi. C'est quoi ta définition du succès? Tu es venu avec des questions différentes. Tu me diras ma définition du succès. Alors la mienne, c'est exactement là où je suis. Où je peux décider aujourd'hui que je ne veux plus faire la médecine. Mais il y a plein d'autres choses que je peux faire. Où je vais rester faire la médecine et ça serait aussi OK. Donc, le succès, ce n'est pas forcément cette richesse que tout le monde cherche. Recherche en monnaie financière, right? C'est plutôt cette richesse où tu as, you have your special gifts, right? Et tu as pu développer ces dons donnés par Dieu et tu as pu en faire quelque chose. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, je trouve que ce n'est pas un succès jusqu'à ce que tu puisses partager avec le reste du monde. Et la dernière question, si je devais retourner, return in time, retourner dans le passé, Right. mais dans n'importe quelle période de l'humanité, et ne rien changer, mais juste être un témoin, Right. et voir exactement ce qui s'est passé en cette Right. période, quelle période ce serait? Mais imagine, tu ne peux rien changer, tu veux Right. juste be a witness. Tout à fait. Et dans l'humanité, donc. Anywhere in humanity. All right, so this is a tough one. I don't know if I can answer that one. Maybe can I pick a future? Yeah. Ah, mais. Yeah. J'aimerais bien pouvoir voir Le futur. Yeah, like, bon, mes enfants, je les ai déjà vus, mais bien sûr, tu me diras mes arrière-enfants, les enfants de mes arrière-enfants, you know, qui va revenir et qui sera comme moi, et qu'est-ce qui va se passer, comment ils seront, j'espère qu'ils seraient très épanouis. I think that, parce que le passé, c'est connu, tu me diras, en un sens. Mais le problème, c'est que le passé, c'est écrit, mais il y a des choses, parfois, tu as envie d'aller voir et se dire, oh, donc c'est ça exactement qui s'est passé. You know, just be a witness of a time in life. Yeah. But I understand what you're saying. Yeah. Also, avec toutes les technologies maintenant, Right. revenir dans 100 ans dans ce monde et se dire, oh, Right. c'est ça. Right. J'aimerais bien voir, bien sûr. Mais peut-être il y a certaines personnes dans mon passé avec qui j'aurais aimé passer beaucoup plus de temps. Certainement, il y a la maman de ma grand-mère ou la grand-mère de ma grand-mère. Et il paraît qu'elle était, elle n'était pas médecin, mais elle était médecin traditionnel, tu me diras. Et peut-être que c'est de là que j'ai toujours eu ce don avec la médecine aussi. J'aurais bien aimé passer du temps avec elle, par exemple. Des choses comme ça, où mais tu me dis que je peux rien changer. Donc, ça rend le passé assez difficile parce qu'il y a, par exemple, papa. J'aurais bien aimé aussi qu'il soit là,
quand je recevais mes diplômes de la médecine, il n'était pas là, il était déjà décédé. Donc, peut-être des choses comme ça. Mais je peux rien changer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de ton énergie, de ton authenticité. Et pour les gens qui vont suivre, j'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez reçu un peu de l'énergie de Dr. Liz et de son authenticité. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la page YouTube de Difina. Merci et à la prochaine. Merci. Et en tout temps, n'oubliez pas, aimez-vous et apprenez aux autres comment vous aimez. That's right.